Amis de Mixing et de la mesure, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans ma série Pro une sonde de courant très performante qui, comme on va le voir, est destinée à fonctionner avec les nouveaux oscilloscopes de la série Mixing, comme celui que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Et on va voir que c'est une sonde qui offre de très bonnes caractéristiques. Et bien sûr, et c'est pour ça que je la mets dans ma série Pro, à un prix qui est quand même relativement élevé. Alors c'est toujours pareil, au niveau des prix, je veux dire, dans l'absolu c'est un prix élevé. Si on regarde le prix de ce genre de sonde en général, je veux dire, elle est, ma foi, plutôt bon marché. Mais c'est sûr que c'est quand même le genre de sonde où, je veux dire, pour en avoir l'amortissement, il faut quand même en avoir l'usage. Alors, elle est livrée dans cette belle mallette là, qui est extrêmement solide. Et à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose, enfin il n'y a pas grand-chose. Je veux dire, il y a la sonde, et puis c'est tout, parce que je veux dire, elle se suffit à elle-même. Alors on retrouve ici, bien sûr, le certificat de calibration, et la sonde en elle-même, qui est faite, comme on peut le voir ici, pour fonctionner sur ces fameuses interfaces UPI dont je vous ai déjà parlé. Et on a ici la sonde en elle-même. Voilà, qui est donc une sonde de courant et qui ne nécessite pas de couper le fil. Par contre, voilà, on passe le fil d'un diamètre de 5 mm maximum là dans cette encoche. Il faut bien refermer et verrouiller la sonde. Et à ce moment-là, on peut mesurer le courant avec. Donc elle a deux gammes. La première qui va jusqu'à 6 ampères, la seconde jusqu'à 30 ampères. Elle gère automatiquement le taux zéro, le dégauss, enfin toutes ces choses-là. Et bien sûr, est alimentée via cette interface. On trouve une doc tout à fait détaillée, téléchargeable en anglais sur le site de Mixing. Donc voilà, maintenant ce que je vous propose, c'est de faire déjà des premiers essais avec cette sonde. Voilà. Alors, on va pouvoir faire déjà donc un premier essai. Voilà, plus en gros plan, un petit peu donc cette tête, voilà, avec cette fameuse interface UPI qui va assurer l'alimentation de la sonde et comme on va le voir, le fait qu'elle soit reconnue automatiquement. Donc là, on a deux boutons, un qui va permettre de choisir l'échelle, donc on voit que les LED ici indiquent si on est en 6 ou en 30. Là, les boutons qui permettent éventuellement de changer le réglage du 0 haute, sachant que quand on appuie les deux en même temps, normalement, il le fait automatiquement. Alors, il y a quand même un point qui est important à noter, c'est que, pour des raisons que j'ignore, cette sonde consomme beaucoup de courant, ce qui fait qu'on ne peut pas l'utiliser quand l'oscilloscope est sur batterie. Si on le tente de le faire, il met un message comme quoi ça ne fonctionne pas. Donc voilà, pour l'instant, il est impératif donc d'utiliser l'adaptateur secteur pour utiliser cette sonde. Et une autre chose qui est bien sûr bon à savoir, qu'on peut voir là, c'est que cette sonde est une catégorie 1, donc on va dire avec des pics max de 300 volts, ce qui fait que il est hors de question de mesurer donc des tensions supérieures. On peut mettre ici un fil, par exemple pour mesurer le secteur, 300 volts ça va le faire, éventuellement 300 volts ça va le faire, mais on va dire pas plus. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas moi, un fil là-dedans avec du 1500 volts, l'isolation garantie n'est pas suffisante et donc il ne faut pas l'utiliser. Donc là, c'est très important de voir qu'il y a une position verrouillée. C'est-à-dire que là, on passe le fil et on doit appuyer ici en position lock pour que la mesure se fasse. Alors vous pouvez voir ici cette flèche. Cette sonde mesure des courants continus ou alternatifs, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais il faut quand même bien la verrouiller. Et au moment de le brancher, il ne faut pas mettre de fil, bien la verrouiller, de façon à ce que, justement, elle fasse ce qu'on appelle le dégauss et le zéro automatiquement. Donc voilà, donc là, je vais la brancher, par exemple, sur la voie 2. Toc, voilà, on met le système. Et voilà, on entend quelques relais et elle s'est automatiquement donc calibrée. Donc là, je change. Alors là, c'est là qu'on peut voir, si vous regardez bien ici, quand je change d'échelle au niveau de la sonde, on voit bien que le réglage de l'oscillo change automatiquement. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis bien à 200 mA par division, sachant que, après, voilà, quand je change, automatiquement, voilà, donc là, j'arrive sur l'échelle la plus petite, bien sûr, à un plancher de bruit qui est
je veux dire, qui est bien celui qui, je veux dire, que donne l'aspect, sachant que normalement, de toute façon, ils disent qu'en dessous, en gros, de 20 mA, c'est pas tellement significatif. Donc là, on peut refaire le 0 comme ça, mais à tout moment, on peut le faire en automatique. Voilà, automatiquement, et il le refait comme ça. Donc voilà pour ce qui est donc de l'utilisation. On va faire un premier essai. Alors pour ce premier essai, je vais utiliser un générateur de fonctions sur 50 ohms, sur lequel j'ai terminé par 50 ohms, et comme on peut le voir ici, j'ai mis un fil. Voilà, dans ce cas-là, je vais venir là, voilà, bien verrouiller sur ce fil, et ce qui va nous permettre de regarder justement le courant qui passe à l'intérieur. Donc là, ça fonctionne comme ça. Donc là, par exemple, je mets en route la sortie. Et voilà. Donc là, on peut voir que j'ai un signal. Alors bien sûr, je n'ai pas choisi la bonne source de synchronisation. Il faut que je la mette sur la voie 2, mais ça, c'est pas un problème. Donc dans Trigger, voilà, on choisit 2 comme source. Et là, on voit bien le courant qui passe. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on utilise des mesures, voilà, on voit que les mesures, par exemple, alors je peux bien sûr mesurer la fréquence, mais tout ce qui va être de l'amplitude, voilà, haut, low, pic, pic, ça s'affiche automatiquement dans la bonne unité. Par exemple, là, je vois que j'ai une amplitude de 48 mA, 35, 12, pic to pic, et ainsi de suite. Donc là, on peut voir sur une onde sinusoïdale qui est à 10 kHz. Alors bien sûr, hein, ça monte très haut. Hein. Si par exemple, je veux monter à 20 MHz, par exemple. Voilà, donc à ce moment-là, bien sûr, il faut que j'adapte ma base de temps en conséquence. Et voilà, on voit que là, je mesure donc ce courant à 20 MHz, que bien sûr, je peux faire varier. Voilà, donc si j'augmente mon amplitude, voilà, là par exemple, je suis au maximum de ce que peut donner le générateur, et voilà, on voit que je mesure un courant de à peu près 120 mA pic to pic, et là donc je suis à 20 MHz, et ça fonctionne voilà, parfaitement. On voit qu'on peut quand même mesurer des courants relativement faibles, sachant qu'après, voilà, qui peut le plus, peut le moins, et bien sûr, le niveau de bruit diminuera un petit peu si on mesure des courants un petit peu plus forts. Alors, bien sûr, on peut faire d'autres formes. Par exemple, là, si je choisis à 20 MHz un signal carré, donc là, j'ai ce genre d'affichage. Mais alors, attention, la forme ici, c'est pas forcément lié à un défaut de la sonde. Ça peut être lié au fait que, avec des fréquences comme ça, mon petit bricolage là, avec un bout de fil qui se balade, lui-même commence déjà à faire une selve des capacités parasites, et c'est ce qui explique cette forme-là. Il ne faut pas oublier que là, c'est quand même pas des mesures, je veux dire, HF, donc les conditions de prise de mesure, comme dans toute mesure, sont importantes. Par contre, si je baisse la fréquence, par exemple, imaginons que là, je revienne à un signal à 1 MHz, on voit déjà qu'on a quelque chose de beaucoup plus correct, avec des fronts qui sont, ma foi, plutôt bons. Donc ça, voilà, c'est vraiment sympa. On voit que c'est quand même très très simple à utiliser. Il n'y a pas de souci. Alors, si on veut regarder, par exemple, en courant continu, on peut. Hein, si ici, par exemple, je choisis d'avoir voilà, une tension continue dans mon générateur, on voit bien voilà, que selon le sens, on a bien ici cette variation, et que donc ça mesure bien le courant. Il n'y a aucun souci avec ça, et qu'on peut bien sûr utiliser voilà, un petit peu toutes les formes d'ondes que l'on veut sans aucun souci. Voilà, comme ça. Donc voilà pour ça. Alors, ce que je vous propose maintenant, justement, on va faire quelque chose, je veux dire, une mesure vraiment pratique. On va voir comment avec une sonde comme ça, justement, on peut voir certains courants, alors que c'est normalement qu'un oscilloscope, on raisonne plutôt en tension, et que des fois, comme on peut le voir, il peut y avoir des différences. Alors, allons-y. J'ai ici un relais, que vous pouvez voir, un gros relais, et si je mesure la résistance de sa bobine, je trouve aux alentours de 300 ohms. C'est un relais 24 volts. Et
Là, donc, j'ai une résistance de 300 ohms. Et je vais mesurer la tension aux bornes de la résistance. Et avec la sonde, comme on peut le voir ici, le courant passe donc dans le montage. Voilà. Et là, l'idée, ça va être quoi? Ça va être justement de comparer. Qu'est-ce qui se passe quand j'alimente une résistance? Qu'est-ce qui se passe quand j'alimente un relais? Donc là, je me suis mis en réglage one shot, hein, c'est-à-dire que là, au niveau du trigger, je lui ai dit que je veux les fronts montants et descendants de la tension sur la voie 1. Voilà, comme ça. Donc maintenant, là, je suis mis donc en attente d'avoir quelque chose, et là, je branche mon système. Et voilà. Et là, donc, on voit bien que le courant et la tension s'établissent très rapidement et sont tout à fait corrélés, ce qui est normal. Hein, je suis sur une résistance, c'est la loi d'Ohm qui s'applique, hein, U égale RI, donc on voit bien que le courant ici, c'est U sur R, et qu'il s'établit aussi vite dans la mesure où c'est une charge qui est purement résistive. D'ailleurs, si on augmente ici le balayage, voilà, on voit bien que voilà, le temps de montée est quand même extrêmement rapide. Voilà, ici, alors, même si on balaye très vite, on voit très bien là que ça va très vite. Voilà, alors on voit toujours, encore une fois, là, plus en détail, ces rebonds. Quand je branche ma prise, j'ai des rebonds. J'aurais pu faire une commutation avec un MOSFET pour éviter ça, mais enfin, voilà, ça permet justement, éventuellement, de voir justement que grâce à cette grande bande passante de la sonde, elle a quand même bien réussi à avoir voilà, ces ondulations que on ne voyait pas forcément quand on était voilà, beaucoup plus réduit. Là, on pourrait croire que c'est bien monté, et là, on voit bien en zoomant que il y a eu ces impulsions. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de faire la même mesure, mais sur le relais, et de regarder quelle est la différence. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que lors de mon branchement, la tension s'est établie de façon instantanée. Et là, on voit bien par contre maintenant que le courant, lui, ici, a mis un certain temps à monter. Le temps qu'on peut tout à fait mesurer, par exemple, là, avec des curseurs. C'est-à-dire que là, on voit très facilement voilà, que le courant est passé du minimum au maximum et qu'il a fallu, là, comme on peut le voir, 29 millisecondes pour s'établir. Et là, voilà, grâce à cette mesure du courant, on voit bien que y a une différence par rapport à une charge résistive. Et bien sûr, c'est tout à fait normal, dans la mesure où la bobine du relais, c'est une self, et que, je rappelle qu'une self, ça s'oppose au passage du courant. Donc quand la tension à ces bornes augmente, elle, au début, elle s'oppose au passage du courant. Donc le temps que le flux s'établisse dans la bobine, elle absorbe de plus en plus de courant, jusqu'au moment où, ça y est, le flux est complètement établi, ne varie plus. Et à ce moment-là, elle est dans, je veux dire, un mode qui est purement résistif. Là, on voit bien que la bobine de relais, une fois qu'elle est complètement collée, je veux dire, qu'est-ce qui limite le courant à l'intérieur? C'est la résistance des fils de la bobine. Et comme je l'ai mesurée égale à peu près à 300 ohms, elle se comporte maintenant, je veux dire qu'elle est alimentée comme une résistance de 300 ohms. Ce qui change bien, c'est en effet la variation. Dans le cas de la résistance, la variation est instantanée. Dans le cas du relais, il y a ce temps d'établissement là dans la bobine. Alors on peut aussi regarder ce qui se passe quand on coupe le jus. Voilà. Là par contre, ça coupe relativement rapide, mais là, il ne faut pas oublier que j'ai mis cette diode dite de roue libre, de telle façon à ce que l'éventuelle surtension, je veux dire, se reboucle dans la bobine. Si je l'enlevais, là, j'aurais une surtension assez importante qui se ferait du fait de l'absence de la diode. Enfin voilà, ça vous montre par exemple typiquement le genre de mesure que l'on peut faire, où là on voit aussi quand même l'intérêt d'avoir une sonde qui fait à la fois du courant continu et alternatif, dans la mesure où, bien sûr, je veux dire, au moment de la variation, on a du courant alternatif quelque part, mais dans les états d'avant et d'après, on a bien du courant continu, et la sonde permet aussi de les voir. Donc ça, c'est quand même un plus par rapport à la sonde que je vous avais montré avant, par exemple la sonde de Rogowski, là, qui, elle, ne mesure que du courant alternatif. Enfin voilà, vous voyez que c'est vraiment une sonde qui est facile à utiliser, qui grâce à ce système UPI, vous avez vu que toutes les mesures ici se font automatiquement en milliampères. C'est vrai aussi pour les curseurs, hein. Vous voyez que là, si je déplace là mon curseur comme ça,
on voit bien que les différences qui me met là sont aussi exprimées en milliampères. Hein, donc ça, c'est le gros avantage de ce système UPI, c'est que j'ai pas eu besoin, quand j'ai branché la sonde, de me poser des questions en fonction du calibre, du machin, de l'unité. Automatiquement, l'oscilloscope s'est mis comme il fallait. Alors tiens, au moment où j'avais terminé ma vidéo, j'ai été voir s'il y avait une mise à jour du firmware, et en effet, il y en a une. Et on voit là que quand j'ai été donc dans le menu mise à jour du système, il me dit qu'il y a une version 6 disponible, où ils ont ajouté un réglage fin de la résolution verticale. On peut mettre l'écran en mode vertical. Et apparemment, ils ont corrigé quelques bugs. Alors bien sûr, des fois, on voit qu'ils disent... le fait qu'ils disent qu'ils corrigent des bugs, c'est qu'ils admettent qu'il y en avait. Mais bon, honnêtement, moi je trouve ça plutôt sain quelque part. Je mets au défi quiconque, n'importe quelle société, même les meilleures, que sur des systèmes aussi complexes qu'on peut avoir comme ça dans des oscilloscopes, qu'il y ait zéro bug. Comme tout programme, je veux dire, un petit peu étoffé, il y a forcément des bugs qui traînent, et moi je trouve ça plutôt sain que les sociétés l'admettent et les corrigent. Je dirais même, personnellement, moi j'aime même bien qu'ils soient bien détaillés. Parce que là, alors je ne sais pas s'il y a une release note qui donne le détail, j'ai pas été voir, mais je veux dire, moi je trouve ça bien, je préfère qu'ils disent, voilà, il y avait ce bug là, on l'a corrigé, et c'est pour moi une preuve finalement de qualité et voilà, j'ai plus confiance dans une entreprise qui dit ça que dans une qui dit toujours tout est merveilleux, il n'y a pas de bug, et puis alors qu'en fait, force est de constater qu'il y en a. Enfin donc voilà pour la présentation de cette sonde et qui vraiment, je veux dire, est, comme on l'a vu, plutôt performante. Et bien sûr, peut être utile pour tout ce qui va être la mise au point, l'alimentation à découpage de convertisseurs. De plus en plus, voilà, on voit bien que surtout dans tout ce qui va être la gestion de l'énergie, c'est vraiment important de pouvoir mesurer des courants, parce que comme on l'a vu, si on mesure que la tension, par exemple sur l'exemple du relais que je vous ai montré, monte, je veux dire, de façon instantanée, alors que bien sûr sur une charge réactive, les courants et les tensions sont pas forcément pareils. Et là, bien sûr, le fait d'utiliser une pince comme ça montre qu'il y a une isolation galvanique et qu'on peut mesurer le courant n'importe où dans le circuit, indépendamment de la masse. C'est-à-dire que là, pour mesurer la tension, j'ai choisi ma masse quelque part, mais pour mesurer le courant, comme il n'y a pas de contact, je le mesure où j'ai envie, n'importe où dans le circuit. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas besoin donc d'interrompre le circuit, ça c'est plutôt bon. Par contre, il faut quand même pouvoir mettre, je veux dire, le fil qui passe dans la sonde. Alors c'est là que des fois, selon les types de montage, ça peut être un petit peu plus compliqué, sachant qu'il est assez courant de prévoir éventuellement sur les circuits ou des sortes de petits ponts, justement, comme ça, de fils, de façon à pouvoir justement venir crocheter cette sonde, voire, moi je l'ai souvent fait, en prototype ou autre, pourquoi pas de couper une piste, justement, pour mettre une petite boucle de fil, de façon à pouvoir venir se crocheter dessus. Donc voilà pour cette présentation. Alors cette sonde, elle existe un petit peu dans différentes déclinaisons que je vous propose de découvrir. Alors si vous allez sur le site de Polytech, je rappelle que Polytech c'est le distributeur officiel de Mixig pour la France, vous allez retrouver donc différents modèles de sondes. Donc le modèle que je vous ai présenté, c'est celui-ci là. Voilà, et comme vous pouvez le voir quand même, voilà, il y a un tarif et il y a 838 € TTC, ce qui le rend je veux dire, plus cher que l'oscilloscope. Donc voilà, c'est assez élevé. Alors il y a un modèle qui coûte un peu moins cher, qui a donc, on peut le voir, la 598 TTC, qui est la même, mais avec la limitation à 50 MHz au lieu de 100. Et bien sûr, comme vous l'avez vu, ces sondes sont faites pour se brancher sur les oscilloscopes munis de cette fameuse UPI. Alors, il existe des versions avec la lettre B, sont les mêmes qui utilisent des BNC, et donc là sont utilisables sur n'importe quel oscilloscope, au prix bien sûr d'une alimentation USB externe, mais qui sont encore plus chères. Par exemple là on voit que la 100 mégas est à 1438 et l'autre à 1198. Voilà, on peut voir que c'est des prix, je veux dire, relativement élevés, mais encore une fois, faut aussi comparer. Sur ce marché-là, les prix sont généralement un peu plus élevés. Par exemple, ici, vous voyez cette sonde Keysight, elle est à 5475. Et on voit que c'est quand même beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, c'est encore une fois, il faut toujours comparer ce qui est comparable. Et je pense que le rapport qualité-prix de cette sonde est vraiment très bonne. Après, la grosse différence de prix qui va entre le modèle, je veux dire, UPI
et ce modèle, je veux dire, un peu plus universel, là, peut-être que c'est un choix, je ne sais pas, de Mixic, de façon à un peu promouvoir leurs propres oscilloscopes, ce qui, ma foi, serait de bonne guerre. Donc ça vous donne un petit peu une idée des prix en vigueur, alors, prix qui, bien sûr, hein, peuvent évoluer dans le temps. Voilà, là, on est en mars 2023. Peut-être que si vous regardez cette vidéo plus tard, de toute façon, voilà, allez sur le site, hein, je vous mettrai le lien dans le commentaire de la vidéo, si ça vous intéresse. Et bien sûr, hein, comme d'habitude aussi, je mettrai le lien sur le site Mixic, sur la documentation de cette sonde, si ça vous intéresse. Tiens Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? Tu voudrais être un aigle? Ouais, pourquoi? Parce que les aigles atteignent les sommets. Oh, tu sais, les escargots aussi, hein. C'est vrai qu'ils en bavent un peu plus. Allez là-dessus, que le grand hall vous mesure de beaux courants, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.